Alors, donc pour conclure, qu'est-ce que c'est qu'un process finalement? Un process, c'est trouver une opportunité, valider l'opportunité et produire l'opportunité. Donc, comment produire, comment générer les opportunités? Quel outil je vais utiliser? Quel outil je vais utiliser pour valider la valeur, pour créer la production? Chaque fois que vous choisissez des outils, va vous donner un process. C'est ça un process. Un process, c'est vraiment la manière avec laquelle vous trouvez les opportunités, vous validez les opportunités et vous allez produire cette opportunité. Et là, je vais vous parler de quelques process. Et le premier process avec lequel je vais commencer, c'est un process qui est enseigné dans les écoles un peu partout dans le monde, en fait, surtout dans le monde anglo-saxon. Ça, c'est un process c'est un livre qui est suivi par presque 1,5 million d'étudiants. Et c'est le livre qu'on utilise ici à la BSP dans un cours au niveau de génie mécanique. Alors, dans ce cours-là, qui est le plus connu, en fait, on a des éditions des livres et on peut remarquer que d'après les éditions, surtout c'est un livre qui sort chaque nouvelle version chaque 2 ans, on peut voir que le process, c'est un process qui est très utilisé à la fois en industrie mais aussi dans l'académie. On peut voir qu'il y a un changement dans le process où le design aujourd'hui s'achemine vers le design thinking. Qu'est-ce qu'ils ont fait au fait? Voilà le process classique où vous avez une idée et vous allez la développer suivant les méthodologies d'ingénierie. C'est qu'ils ont ajouté un front-end process. Et dans ce front-end process, on essaie de ils ont appelé un tournoi d'opportunités. C'est vraiment comme un tournoi. On génère un maximum d'idées suivant des lentilles. En fait, c'est des méthodes de créativité. Parce qu'une méthode de créativité, c'est quoi? C'est juste une méthodologie parce que nous, on voit la réalité d'une certaine manière. Et on va toujours continuer à l'avoir de cette manière. Pour avoir des nouvelles idées, la méthode de créativité permet de vous sortir de votre cadre et de regarder la même réalité de différentes phases. Donc, ce qui fait, on utilise des méthodologies de créativité pour aller générer un maximum d'idées. Et par la suite, on utilise des filtres pour choisir. Des filtres, on se base sur le prototypage, avec l'interaction avec le client, et plusieurs outils pour aller filtrer les idées qui sont bonnes pour arriver finalement à ce qu'ils appellent une idée exceptionnelle. Et cette idée exceptionnelle, c'est elle qui va entrer dans le process classique de conception. La deuxième méthode, la plus connue dans le design thinking, que vous devez connaître, c'est la méthode Human Centered Design, qui est développée par une compagnie IDEO. IDEO, vous ne la connaissez pas, mais vous devez la connaître parce que c'est elle qui a fait la première souris que vous utilisez dans votre ordinateur. C'est elle qui l'a développée pour Apple. Vous ne la connaissez pas parce que c'est une compagnie qui ne travaille pas directement avec les clients, c'est une compagnie qui travaille pour les autres compagnies pour développer des choses. Et c'est une des meilleures compagnie de design au monde. Il est installé à Los Angeles, en Californie, à côté de Stanford. Alors, le fondateur, David Kelly, et le CEO aujourd'hui, Tim Brown, ils ont développé une méthodologie qui est très utilisée aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et donc, c'est des gens qui ont développé énormément d'initiatives récemment. Donc, ils ont fait des livres, plein de livres sur la méthode. Ils ont fait des tutoriels gratuits sur Internet. Ils ont même fait des initiatives où vous pouvez aller. Ils ont pris les problématiques des pays en voie de développement et ils les ont mis ouverts. Et à l'échelle mondiale, les gens travaillent de façon collaborative pour résoudre des problèmes, par exemple en Afrique ou autre. Et donc, vous pouvez aller sur leur site, éventuellement participer. Et donc, leur méthode, c'est quoi? Alors, méthode, comme le titre l'indique, elle est centrée sur l'humain. Alors, l'idée, c'est que dans leur process, on commence par la désirabilité. Et l'idée, c'est comment je peux savoir ce que le client veut. Je ne peux pas lui demander, parce que lui-même, il ne sait pas. Si vous lui parlez, il va vous parler juste en termes de performance. Moi, je cherche des trucs d'innovation. Donc l'idée c'est quoi? C'est plutôt de baser sur l'empathie, de se mettre à la place de l'autre, à la place du client, et donc d'interagir avec le client, de le regarder, de ne pas parler avec lui, vous parlez avec lui, d'interagir avec lui, mais vous ne lui demandez pas, vous l'observez, vous le regardez, vous vous mettez dans sa perspective, et à partir de là, vous avez des idées que vous pouvez utiliser pour votre développement. Alors leur process, il est constitué par 3 phases. Il est constitué par inspiration, idéation et implémentation. Et donc, si on veut regarder ce process-là dans la logique que j'ai développée au début de ce process-là, c'est qu'il commence dans la première partie par la désirabilité, en se basant sur une méthode d'empathie.
Donc, ce qui est nouveau, c'est la méthode d'empathie qu'on va utiliser avec des outils. Et ils ont développé pas mal d'outils qu'on trouve sur leur Internet qu'on peut utiliser. Par la suite, ils passent à l'idéation. Et dans l'idéation, l'idée, c'est de prendre ces opportunités que vous avez gérées et de l'expérimenter avec le client. Vous prototypez, vous faites des prototypes, des mock-ups, et vous allez en fait expérimenter avec le client. Et finalement, vous allez dans l'implémentation. Et l'implémentation, ça, c'est un process classique d'engineering design. La deuxième méthode que je vais présenter, c'est une méthode qui, sur Internet, si vous allez sur Internet, ça fait le buzz un peu, tout le monde en parle. C'est des méthodes, c'est même devenu aujourd'hui un mouvement qu'on appelle Lean Startup Method. Donc, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes en fait qui participent, et c'est un truc maintenant, c'est très populaire dans l'industrie. Donc, ça a été développé par plusieurs personnes. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une seule personne. En fait, l'initiateur, c'est Steve Blank. Steve Blank, c'est quelqu'un, c'est un serial, en fait, il a fait plusieurs startups, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui enseigne à Stanford, qui a sa méthodologie, mais il enseigne aujourd'hui, je pense, à 7 ou 8 universités américaines. Il a été embauché par l'armée américaine, il enseigne les profs universitaires par une fondation, il enseigne les médecins, parce que la méthodologie aujourd'hui, comme je vous dis, c'est vraiment un peu le base, et c'est très à la mode. Alors, pour résumer, donc c'est une méthodologie qui est développée par Steve Blank. Eric Ries, c'est un de ses anciens étudiants, et aujourd'hui c'est le prophète un peu de la méthode, parce qu'il est en train d'aller un peu à l'échelle mondiale et puis d'en parler. Ils ont même fait un congrès là-dessus. Alex Osterwalder, qui a développé le business model Canva, que vous connaissez probablement, et d'autres personnes comme Alberto Savoy, qui est un directeur chez Google. Donc il y a plusieurs personnes, en fait, ça c'est les personnes un peu iconiques, si on peut dire, dans la démarche, mais il y a d'autres personnes un peu qui ont développé la méthode. Alors la première question que vous devez poser, et surtout pour les mécaniciens, c'est pourquoi Lean? Parce que dans les présentations, hier, on n'a pas vu pas mal de personnes qui utilisent l'approche Lean. Donc, premier réflexe, pourquoi on l'appelle déjà Lean? Alors, regardons c'est quoi Lean. Lean, comme vous le savez, c'est une méthodologie qui est développée par Toyota. Mais Lean, elle est constituée par deux choses essentielles. C'est que, parce qu'aujourd'hui, le Lean, ce n'est plus une méthodologie, puisque c'est plutôt une philosophie. C'est une philosophie qu'on n'applique pas que d'un point de vue industriel, on l'utilise partout. Et donc, le Lean, comme vous le savez, il utilise ces deux choses. La première chose, c'est de définir la qualité. La deuxième chose, c'est d'aller dans le process qui crée la qualité, et tout ce qui ne va pas dans la qualité est considéré comme du gaspillage qu'il faut éliminer. Mais, vous le savez, la majorité des étudiants travaillent dans cette partie-là, dans les outils pour éliminer le gaspillage. Mais une des choses importantes dans le Lean, et qu'on ne néglige souvent, c'est que le Lean, c'est pas ici. C'est ici, c'est vrai, mais l'essentiel, il est là. Parce que si vous ne définissez pas la qualité, votre notion de ce que c'est le waste est complètement erronée. Et donc, ce qui fait que c'est ça le problème dans la page. Alors, pourquoi ils l'ont appelé Lean? Parce que cette logique-là de design thinking, c'est une approche aussi qui est Lean. Pourquoi elle est Lean? Parce que quand on va dans les trois dimensions, qu'est-ce qu'on cherche finalement? On définit ce que la notion de qualité, et qui est la plus importante dans le Lean. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Et la qualité, le design thinking va plus loin, il la définit. Il vous dit que la qualité, c'est la désirabilité du client. Et c'est très difficile à déterminer, mais on a aujourd'hui des méthodologies pour le faire. D'un point de vue industriel, quand vous êtes sur le plancher dans une usine, la qualité a été déjà définie dans le design. Donc ce qui reste, c'est vraiment optimiser le process industriel. Mais là, on est limité, parce que la qualité, elle est dans le design. Et donc, ici, on va beaucoup plus loin, parce qu'il définit, mais pas juste ça, il définit la qualité comme étant la désirabilité chez le client, mais aussi la capture pour vous. Qu'est-ce que vous gagnez? Ça aussi fait partie de la qualité. Et donc, ce que fait le design thinking, il explicite, il suit la logique, la philosophie de Lean, il explicite un peu plus, et il va dans ce sens-là, et bien sûr, tous les outils, on peut l'utiliser. Et donc, c'est pour ça que les concepteurs l'appellent Lean, parce que ça entre dans cette philosophie générale du Lean, qui, comme je le rappelle, c'est de définir exactement ce que c'est que la qualité, et tout ce qui est dans le process qui ne va pas dans cette qualité est considéré comme
Oui, non-valeur. La non-valeur. Alors, maintenant, on revient à l'approche. Maintenant, comment l'utiliser? On a compris, maintenant, comment l'utiliser. La première chose, le premier défi, c'est de pouvoir aller dans les 3 dimensions. Vous n'allez pas le faire de manière naturelle. Ok, je peux demander à des étudiants aujourd'hui de parler, ils vont passer ici, et toute leur idée va être que de la solution technologique. J'utilise l'algorithme tel, j'utilise l'équation telle, je vais utiliser l'approche telle, ça va être le langage qu'on a. Ce qui fait qu'on est là. Maintenant, comment on peut aller dans les 3 dimensions? Parce que vous n'allez pas le faire de manière naturelle. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé des canevas. Les canevas, en fait, c'est juste un bout de papier. Et le canevas, c'est quoi? Aujourd'hui, les canevas sont extrêmement populaires. Si vous allez sur Internet, c'est extrêmement populaire. Qu'est-ce que c'est qu'un canevas? Un canevas, il explicite. Donc, vous avez dans ce bloc-là, on explicite qu'est-ce que c'est. C'est quoi l'identification de la valeur? Ici, on va expliciter qu'est-ce que c'est que la faisabilité. Et là, on va expliciter la capture de la valeur. Alors, le canevas n'est pas juste un papier qu'on va décorer, parce qu'on travaille normalement avec des post-it. C'est pas juste pour décorer avec des post-it, il a une logique derrière. C'est qu'il permet de travailler de façon holistique. Parce que même si vous venez avec une solution, quand vous allez sur le canevas, vous allez remplir la partie solution, et vous dire, mais c'est quoi la valeur? Et vous êtes obligé de faire la valeur. Vous êtes obligé de dire comment vous allez capturer. Et chaque changement que vous allez faire dans une des dimensions, vous allez voir comment il va impacter les autres. Ce qui fait qu'on vous pousse, parce que vous n'allez pas faire de manière naturelle, à penser de manière holistique. Et finalement, quand vous développez vos idées, vos hypothèses, n'oubliez pas que ce sont des hypothèses, il faut aller dans valider. Et donc, dans l'approche Lean, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces hypothèses, et on prend surtout les hypothèses dont on est sûr, parce que ce sont les plus dangereuses, parce qu'on assume qu'elles sont bonnes, que généralement, c'est pas vrai. Et donc, l'idée, c'est de prendre ces hypothèses-là et d'aller produire, ou plutôt construire, un prototype, un MVP. Je vais expliquer la notion. C'est un prototype, mais un prototype léger, un prototype qui est dédié juste pour vérifier ce que vous voulez, votre idée. Et une fois que vous allez prototyper, vous allez apprendre. Parce que, comme je dis tout à l'heure, au départ, vous n'avez pas d'informations. L'idée, c'est d'aller prototyper, aller chercher de l'information. Et quand vous avez de l'information, vous décidez, soit votre idée elle est mauvaise, vous pivotez, vous allez dans une autre idée, ou vous itérez. Mais il y a de l'apprentissage, et vous allez dans une boucle de construire, mesurer et apprendre. Et donc, finalement, je vous donne quelques exemples de prototyping pour dire finalement c'est quoi prototyping. À prototyping, il y a énormément de méthodes. Il y a un livre qui a été écrit par Savoie où il énumère toutes les méthodes pour prototyper. Donc, j'ai choisi juste 3 pour vous les montrer. La première, c'est, je vous donne un exemple. IBM, dans les années, je pense, 70, voulait faire un logiciel de reconnaissance de voix. Donc, les ingénieurs étaient vraiment enthousiasmés, ils voulaient construire, et ça va demander des milliards de dollars pour le développer, parce que c'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a, grâce à l'intelligence artificielle, mais à l'époque, c'était extrêmement compliqué. Et donc, ils allaient annoncer un projet qui leur coûtait des milliards de dollars. Mais finalement, quelqu'un, un ingénieur, a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on vérifie déjà est-ce que le client veut ou il ne veut pas? Donc, il a fait une petite expérience assez facile. Au lieu de développer le produit pour pouvoir vérifier, il a amené des clients, il a amené une personne qui rédige, il la met dans l'autre pièce, et moi, en tant que client, je ne la vois pas. Donc, je prends le micro, je parle, et elle écoute ce que je dis, elle écrit, et le gars, il a l'écran qui s'écrit devant lui. Et donc, on a fait une expérience toute la journée, et finalement, on s'est rendu compte qu'à la fin de la journée, les gens n'ont pas aimé, parce que les gens ont des secrets, qui parlent très haut, et que les gens les entendent. Par la suite, il y a tellement de bruit qu'il est gêné. Donc, finalement, on s'est rendu compte que les gens, au début, on leur dit, si on fait un logiciel de reconnaissance de voix, est-ce que vous allez l'acheter? Les clients tous disent, oui, ça va être quelque chose d'extraordinaire et tout ça. Mais à la fin de la journée, comme on a dit, non, je n'achète pas. Donc, et ça leur a coûté presque rien, des milliers de dollars comparativement à des milliards de dollars en termes de développement. Et donc, ça, c'est des manières de penser, quand vous avez des idées, d'aller prototyper les idées, de les prototyper, de les prétotyper, parce que le mot prétotyper, ça vient de prétendre prototyper.
Et donc c'est beaucoup plus facile et vous obtenez avec des résultats. L'autre chose, c'est d'utiliser, ça c'est un vrai exemple de, si vous vous rappelez du pilote, Palm Pilot, ça c'est l'ancêtre du smartphone. Alors la personne qui l'a développé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme un smartphone sans vie, qu'il a mis dans sa poche, et il a imaginé chaque fois qu'il veut prendre un rendez-vous, écrire, il prend le stylo, il fait comme... Et donc pour tester déjà, est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable? Et le dernier, ce qui est le MVP, qui est un buzzword aujourd'hui sur Internet, c'est Minimal Viable Product. C'est vraiment le plus petit, le plus rapide et le plus moins coûteux que vous pouvez créer pour vérifier votre hypothèse. Vous prenez votre hypothèse, dans votre business model, vous prenez chaque hypothèse et vous dites cette hypothèse-là, quel est le produit que je peux faire qui est le plus moins cher, le plus rapide pour aller vérifier avec le client cette hypothèse-là. Et donc c'est à vous, avec votre créativité, d'imaginer un produit qui est minimal viable product et pour aller tester votre produit. Donc on arrive à la conclusion pour vous dire que le design thinking, j'espère que je vous ai convaincu que c'est une compétence du 21e siècle. Si vous n'êtes pas convaincu, je vais encore vous convaincre dans la conclusion pour vous dire qu'aujourd'hui on a une école complètement dédiée. À Stanford, ils ont fait une école qui s'appelle le D-School et ils ont beaucoup de ressources gratuites sur Internet. Récemment, ils l'ont fait à Potsdam, en Allemagne, et c'est une école qui est complètement financée par la société SAP, que vous connaissez, qui fait des ERP. Et SAP, il utilise à 100% le design thinking. Vous allez sur Internet, vous mettez SAP design thinking, vous allez voir qu'il parle énormément parce que c'est devenu une religion chez SAP. IBM l'utilise aussi. Il utilise même la succursale ici au Maroc à Casa, il utilise le design thinking dans leur projet. Et donc, design thinking aujourd'hui, il est utilisé partout. Donc, dans le domaine médical, c'est utilisé par les hôpitaux, c'est utilisé, si vous connaissez Mayo Clinic, c'est une clinique de renommée mondiale. Aujourd'hui, le design thinking, il est même enseigné dans une faculté de médecine de première année. Donc, pour vous dire, médecine n'a rien à voir avec l'ingénierie et ils l'enseignent, ils ont commencé, l'université a pris l'initiative de le faire. Dernière chose, récemment l'armée américaine a fait entrer le design thinking dans ce qu'ils appellent, dans leur manuel. C'est-à-dire qu'ils ont des manuels pour l'armée pour leur dire comment penser dans des opérations par exemple militaires. Et pour designer ces opérations militaires, aujourd'hui, ils ont fait appel ça c'est très récent, du design thinking dans les manuels pour vous dire. Et donc, pour conclure, c'est clair qu'aujourd'hui, surtout pour nous dans un pays en voie de développement, on a vraiment un challenge. On est un challenge pour aller dans un avenir meilleur. Et cet avenir meilleur, il n'est pas là à nous attendre, il faut qu'on le construise. Et pour le construire, il faut les bons études. Et je pense que le design thinking, c'est un bon outil qu'il faut mettre dans la main des professeurs, des étudiants et surtout des enfants. Parce que ce sont les lumières de notre futur. Merci pour votre attention.